Notre prochain conférencier est M. Jean-Guy Paquin, dont la conférence s'intitule « La seigneurie de la petite nation avant les Papineaux ». Originaire de l'île de Hol à Gatineau et diplômé en littérature française de l'Université Laval, Jean-Guy Paquin demeure dans la petite nation à Lac-Simon. Membre fondateur de l'Association des auteurs de l'Outaouais, membre de la Société de généalogie de l'Outaouais, de la Société historique Louis-Joseph Papineau et collaborateur à la revue d'histoire Hier encore du Centre régional d'archives de l'Outaouais. On peut consulter ses travaux en généalogie sur les familles algonquiennes de la petite nation, la Rouge, Oka, Maniwaki, Laurentide, Matawa et Nipissing sur le site ouescarini.ca. Je répète, ouescarini.ca. Monsieur Paquin, la parole est à vous. Bonjour. Je pense que mon propos va être beaucoup plus court que tout ce que vous avez entendu ce matin parce que je ne voulais pas trop m'étendre et j'ai raccourci mon propos. Alors, voilà ce qui arrive quand on se relie et qu'on commence à douter. Et j'ai douté. Vous avez entendu que je n'ai pas de formation d'historien. Moi, je suis un littérateur. J'ai étudié en littérature à l'Université Laval. Donc, mon premier réflexe n'est pas de fouiller et de m'exprimer comme un historien. Donc, je me suis tout simplement intéressé à l'endroit où je demeure. Je demeure dans la municipalité de Lac-Simon, dans la petite nation, et j'ai commencé à m'intéresser tout simplement à l'histoire parce que, en jasant avec les gens, curieux comme je suis, en jasant avec les gens, on me disait qu'il y avait un phénomène au lac Simon, un rocher qu'on appelle le rocher Manitou, et qu'en l'arrosant apparaissait une figure d'Indien. Alors, je me suis déplacé et j'ai fait ça. Et effectivement, c'est autre chose qu'il y a comme phénomène, mais ça a quand même aiguisé ma curiosité sur la présence amérindienne dans la petite nation. Il y a quelques années, un plongeur amateur a découvert une pirogue dans le lac Papineau. Et c'était une pirogue donc de bois. Et il y en a très peu d'inventoriés au Québec. C'était la 11e, elle est fragmentaire et tout ça. Et ça m'a rappelé une lecture du journal d'Amédée Papineau où il est venu en exploration au lac à ce moment-là qu'on appelait le lac Commandant parce que c'était la famille qui demeurait, donc la famille Anishinaabe qui demeurait sur l'île qu'on appelle aujourd'hui l'île de l'Indien. Mais l'Indien comme tel s'appelait Jacques Commandant, c'était un chaman, un grand chaman, un Kitché-Mité. Et ce chaman, c'est lui finalement qui, dans ses fonctions, pouvait interpréter des pictogrammes qu'on retrouve sur le rocher Manitou. Alors, je me suis dit, Amédée Papineau va raconter dans son expédition qu'il a pris un canot de bois. Et ce canot de bois, c'est ce qu'on appelle une pirogue, ce que les archéologues vont appeler une pirogue, et ce qui donc a déclenché chez moi la réflexion suivante. Comment ça se fait, depuis ce que l'on sait de la seigneurie de la petite nation sous les Papineaux, qu'on ne sait rien entre sa fondation et l'arrivée des Papineaux? Alors, voici mon propos. La carte que vous voyez, c'est la seigneurie comme telle, et elle est délimitée à l'ouest, donc à Plaisance, qu'on appelle aujourd'hui à Plaisance. C'est difficile à voir, mais il y a un petit filet d'eau qui arrive, c'est la rivière de la Petite Nation. Et c'est à peu près à cet endroit que commence la seigneurie comme telle, jusqu'à Facette, donc son extrémité est. Et c'est 5 lieues. Donc, la seigneurie a été identifiée à l'intérieur même d'un grand territoire qu'on va appeler la Petite Nation. La Petite Nation, ce n'est pas seulement la seigneurie. La seigneurie, elle a été découpée à l'intérieur d'un territoire qu'on appelle la Petite Nation.
La seigneurie, je vais lire mon texte, la seigneurie de la petite nation a été découpée à même le grand territoire des Anishinaabeg par la Compagnie des Indes occidentales et donnée pour l'établir comme au premier évêque de Québec, François de Laval, le 16 mai 1674. Monseigneur de Laval avait 4 ans pour la faire arpenter et la coloniser. 127 ans séparent la fondation de la seigneurie et l'arrivée de Joseph Papineau en 1801. Sans qu'il n'y ait eu de peuplement, comment expliquer l'absence d'établissement de la seigneurie avant l'arrivée de Joseph Papineau en 1801? Les chanoines du chapitre de Québec et les seigneurs de la petite nation ont-ils été empêchés de la coloniser? Sous le régime français, des marchands de fourrure de Montréal y auraient exploité un poste de traite. Qui était-il et où le poste de traite se trouvait-il? Le notaire Papineau connaissait-il l'existence du poste de traite avant d'acquérir la seigneurie? Alors, la présentation portera sur cette période inédite de la seigneurie, sur les tentatives du chapitre de Québec pour établir la seigneurie, sur les raisons du gouverneur de la Nouvelle-France de s'opposer à son établissement et sur la localisation du poste de traite. Donc, la seigneurie, telle que vous la voyez là, sur 5 lieux aujourd'hui, si on le transforme en kilomètres, c'est à peu près 24 kilomètres. Donc, autant de front que de profondeur. Et la profondeur nous amène au niveau de Ripon, si vous connaissez un peu la petite nation. Oups. Oui. C'est un fac-similé de l'œuvre d'une page de l'œuvre de Pierre Boucher, qui est le premier à nous communiquer l'étendue de la petite nation dans son livre publié en 1664, soit 10 ans avant la concession de la seigneurie. Il va dire « La petite nation est environ 20 ou 30 lieues au-dessus du Mont-Royal et contient presque 20 lieues de pays le long du fleuve. » Quand on dit le fleuve, c'est aussi la rivière des Outaouais qu'on considérait aussi le fleuve à ce moment-là. On le va même identifier comme étant le fleuve Saint-Laurent. Alors, pour vous donner des équivalences, 20 lieues, ce serait de Oka à Plaisance, donc vous voyez la distance, et 30 lieues de Montréal à Plaisance. Donc, c'est pour vous dire que la petite nation, c'est un immense territoire et qui l'occupe, ce sont les Anishinabés. Comment est-ce qu'on sait ça? Champlain, lorsqu'il fait son voyage en 1613, donc beaucoup avant la fondation de la seigneurie comme telle, il va rencontrer à l'embouchure de la rivière de la Petite Nation les Ouaskarini. Il est le premier à identifier le clan qui occupe cet endroit-là. Donc, un peu plus tard, la Compagnie des Indes occidentales, lorsqu'elle va fonder la seigneurie de la Petite Nation, va partir exactement de ce lieu-là, de la rivière de la Petite Nation, et sur 5 lieues, donc 24 kilomètres. Et c'est comme ça que la seigneurie va avoir son nom, la seigneurie de la Petite Nation. Une autre précision, les historiens ont beaucoup insisté sur le fait que Ouaskarini veut dire la petite nation. On dit ces gens-là, la petite nation et Ouaskarini veut dire la même chose. Et moi, je m'inscris en faux avec cette interprétation-là, parce qu'avec ce que Pierre Boucher écrit, c'est bien clair que la petite nation est un lieu, donc un endroit très bien défini. Et Ouaskarini est tout simplement la forme d'aujourd'hui, Ouaskarini est la reprise de l'ancien mot Anishinaabe, Wawashkai Inini, qui veut dire ceux du chevreuil, donc les gens du chevreuil. Et en passant, Anishinaabe veut tout simplement dire les vrais humains, pour distinguer des animaux, parce qu'on sait que les Anishinaabe se donnaient des noms aussi d'animaux, l'écureuil, le chevreuil ou l'ours, etc.
Les ecclésiastiques du séminaire de Québec devaient obtenir la permission du gouverneur de la Nouvelle-France pour l'établir. Depuis la bataille du Lonceau en 1660, le gouverneur interdit de concéder des terres dans la vallée de l'Outaouais. La Grande Paix de Montréal en 1701 entre les nations iroquoiennes et algonquiennes rétablit la circulation sur la rivière des Outaouais. Les archives de l'archidiocèse de Québec montrent des demandes d'établissement en 1718, 1723, 1727, 1735 et 1753. Le 1er octobre 1727, le chanoine Louis Lepage de Sainte-Claire reçoit la charge de prendre des dispositions pour établir la seigneurie ou de l'affermir, c'est-à-dire de la louer. Il lui faudra 3 ans avant d'intéresser Joseph Parent, un forgeron artisan et fabricant d'outils agricoles de Montréal, Jean-Baptiste Adémar, autrefois sergent des troupes de la marine, et Simon Guillory, tous 2 marchands de fourrure, avec qui il négociera la cession des 2/5 de la seigneurie. Cette carte représente la partie ouest de la seigneurie, à partir de la rivière de la Petite-Nation, qui est à l'extrême gauche, jusque pour le reste de la carte, qui correspond à peu près à Papineauville. Et on voit donc la Grande Presqu'île, puis au bout de la Grande Presqu'île, une île, un peu comme en forme d'un croissant. Et donc, entre les deux, c'est l'ouverture de la baie de la Pentecôte. Et si on suit donc cette baie, c'est un bras d'eau en fait, et jusqu'au bout, donc les Amérindiens et aussi les Papineaux vont utiliser ce corridor, donc la baie, pour se rendre à l'embouchure de la rivière de la Petite-Nation. Donc, pour l'établir, les marchands obtiendront chacun 12 arpents de front et 40 de profondeur. 12 arpents, ça représente 700 mètres et 40 de profondeur, un peu moins de 2 kilomètres. Donc, chacun aura une part égale dans cette section de l'ancienne seigneurie. Les chanoines de Québec, eux, en louant à ces gens-là, ils se réservent les chaînes destinées à la construction des vaisseaux, parce qu'on sait que dans cette section-là de Montebello, Montebello est très riche en chaînes rouges. Le droit de couper le bois pour leur utilité, construire l'église, le presbytère et le manoir seigneurial. Les restes seront perçus une fois les chanoines installés dans le futur manoir. C'est clair que tout ça n'aura jamais lieu. Les marchands devront cultiver la terre, faire moudre les grains au moulin lorsqu'il y en aura un. Ils pourront chasser, pêcher sur leur terre, faire commerce, sauf avec les sauvages. Les sauvages. Donc, la concession qu'ils obtiennent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sauf traiter avec les sauvages. Ça, c'est le point le plus important. Il faut dire que la seigneurie qui est en face de la seigneurie de la Petite-Nation, sur le côté ontarien, c'est la seigneurie de Longueuil. Et le seigneur, lui, il obtient tous ces droits-là et aussi celui de commercer avec les sauvages. Donc, il y a probablement là une des raisons pourquoi on ne veut pas qu'on traite avec les sauvages. Tous les gouverneurs de la Nouvelle-France, y compris ceux du Bas-Canada, qui suivront, interdiront systématiquement le peuplement de la seigneurie. Il y voit une manœuvre pour faire la traite en interceptant les nations algonquiennes qui se rendent en canot à Montréal et nuire aux marchands de fourrure de cette ville. Donc, on ne voulait pas de compétition avec les marchands de Montréal. En 1735, le gouverneur refuse au chapitre de Québec une nouvelle demande d'établissement parce qu'il ne veut pas diviser les forces de la colonie
ni de placer des habitants dans des endroits où ils seront exposés en cas de rupture avec les Iroquois. Qui répondrait du désordre si un fermier cherchait à s'enrichir du trafic de l'eau-de-vie? Et le gouvernement y voit une manœuvre des chanoines pour intercepter les sauvages et nuire aux marchands de fourrure de Montréal. Quant aux autorités militaires, elles soutiennent qu'il est impossible de conserver la seigneurie en l'absence d'une garnison dans les environs, en cas de rupture encore avec les Iroquois. Vous m'entendez depuis tantôt dire le mot sauvage. Il faut dire que les Français, quand ils l'utilisaient, n'a pas le sens qu'on utilise aujourd'hui, qu'on entend aujourd'hui. Le mot sauvage vient du mot de l'ancien français qui l'a pris du latin, Sylvicus, avec lesquels on a fait en français Sylvain, le dieu du vent, et on a fait Sylvestre, et on a fait aussi sauvage. Donc, sauvage qui veut dire ceux qui habitent la forêt. Donc, quand on parlait des sauvages, on se réfère à ces gens qui vivent dans la forêt. C'est l'esprit de l'époque. Donc, l'argument des chanoines ne porte pas. Pourquoi est-ce qu'il y aurait problème à défaut d'une garnison? Parce qu'il y en a ailleurs, c'est-à-dire des postes de traite sans garnison. La petite nation a tous les rivages, les îles, les mines, les réserves de bois. Il se trouverait bien des gens dans l'entourage du gouverneur qui ne s'opposeraient plus à son établissement et ne feraient pas de difficultés qu'ils font aux chanoines s'ils l'abandonnaient. Une ultime demande du séminaire de Québec en 1753 est acheminée au gouverneur Duquesne. La réponse lui parvient l'année suivante, un mois après l'entrée en guerre de la France contre l'Angleterre. Déjà? OK. Donc, on va refuser. À cause qu'il pourrait y avoir des fraudes à cause de la traite. Encore là, c'est la raison qu'on va évoquer. La présence algonquienne, il faut que j'aille à ça, la présence algonquienne à la seigneurie de la Petite Nation avait décidé Joseph Parent, Jean-Baptiste Deguay et Simon Guillory de s'associer en 1730, d'y acquérir des terres et d'y construire un poste de traite. Les fouilles archéologiques au Parc national de Plaisance, près du coude de la rivière de la Petite Nation, ont mis au jour un chien de fusil à pierre à fusil produit en France entre 1730 et 1755, exactement à la période où ces gens-là sont arrivés. Je pense. Son existence nous est confirmée par le marchand de fourrure Alexander Henry alors qu'il se rend en août 1761. Il croit sans doute y rencontrer le traiteur. Une palissade l'entoure, écrit-il. Personne ne se trouve à l'intérieur du poste de traite au moment de sa visite. Un potager attenant l'habitation est déjà utilisé. Sans lui, sans donc cette remarque du Seigneur, pardon, pas du Seigneur, mais de Henry, nous n'aurions rien su de l'existence du poste de traite. Nous ignorons ce qui est advenu aussi des trois marchands, s'ils ont cessé leurs activités sous le régime britannique après la conquête de 1759-1760. Le notaire Joseph Papineau était agent des terres pour les ecclésiastiques du séminaire de Québec. Il administrait les seigneuries de l'île de Jésus et de la Petite Nation. Cette dernière demeure sauvage et regorge des ressources naturelles sur le site où s'établirent des chutes d'eau inexploitées pour alimenter des futurs moulins et traiter avec les marchands de bois de Montréal. En 1798, Joseph Papineau a rédigé un acte de vente entre John McKinley, un négociant écossais de Montréal, Pierre d'Audegot et son épouse Françoise Parent. Elle est la petite-fille du marchand de fourrure Joseph Parent. L'année suivante, Joseph Papineau a confié à son frère François d'arpenter et de dresser un plan depuis l'embouchure de la rivière de la Petite Nation à l'île Arrowson. Cette partie de la seigneurie autrefois cédée en 1730 par les chanoines.
Joseph Papineau la convoite et va l'obtenir en 1801. Il savait, par la famille parent, que le poste de traite était quelque part dans cette partie qu'il venait d'acquérir. L'emplacement du poste de traite lui était cependant inconnu. Il va charger le notaire Louis Thibodeau d'enquêter auprès des marchands de fourrure de Montréal. Donc, ce que vous voyez là, c'est une partie de la carte que je vous ai montrée juste avant celle-là. Donc, on voit à l'extrême droite, c'est la rivière de la Petite-Nation. Et vous voyez les petits rectangles, c'est un campement amérindien. Et où j'ai placé la flèche rouge, ce serait l'indication de où le poste de traite a été établi, justement dans le coude, ce qu'on appelle le coude de la rivière. Et à l'extrême droite, en haut, c'est le fond de la baie de la Pentecôte. Vous voyez un trait de crayon. C'était le chemin qu'empruntaient ceux qui, donc, et les Papineaux et les traiteurs aussi, pour se rendre à ce poste de traite-là, via la baie de la Pentecôte. En novembre, j'ai presque terminé, 1801, Philippe Sarrazin, capitaine de milice et ancien voyageur sur la rivière des Outaouais, Joseph Amable Lalonde, guide depuis 45 ans, Joseph Sauvé dit Laplante, guide depuis environ 20 ans, Élie Robillard et Jacques Vinette dit Larente, guide depuis environ 15 ans, tous de Sainte-Anne de Bellevue, ayant guidé sur la rivière des Outaouais, déclarent sous serment au notaire Thibodeau que le poste de traite se situe sur la rivière de la Petite-Nation et très près du fond de la baie de la Pentecôte. En 1801, Joseph Papineau sait où se trouvait le poste de traite. Donc, dernière image, dans le fond, dans le bas de cette carte, on voit un petit carré avec un X, je l'agrandis. C'est l'emplacement où Joseph Papineau va construire sa petite maison. Et c'est aussi l'endroit où les fouilles en archéologie ont été faites par les gens de Plaisance. Donc, Joseph Papineau va se construire en 1805. Et on sait que c'est l'endroit où le chemin pour se rendre, en passant par la baie de la Pentecôte, était utilisé pour atteindre le même endroit du poste de traite. La seigneurie de la Petite, je termine avec ceci. La seigneurie de la Petite-Nation avant les Papineaux est méconnue. Comment expliquer notre si pauvre connaissance de cette période sur la dernière seigneurie fondée en Outaouais? Merci. 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 Merci bien. Merci infiniment. Maintenant, commence la période de questions. On vous inviterait au micro. Je peux ajouter que le commentaire que je viens de vous présenter est tiré du livre « Un endroit appelé le premier côté du monde ». Et ce livre-là, il y a 2 ans, quand la pandémie nous a frappés et que les rencontres du patrimoine ont été annulées, c'est le livre que j'apportais à cette rencontre, que je présente aujourd'hui, 2 ans plus tard. Donc, je te remercie beaucoup, Manon, d'avoir retenu ma présentation. Oui. Oui, donc Manon Leroux. Vous avez dit que vous vous situiez en porte-à-faux par rapport à l'origine, à la signification du nom Oueskarini. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos recherches ou de qu'est-ce qui est... Est-ce qu'il y a d'autres gens qui avaient fait ce genre de recherche-là, et ainsi de suite? Je ne peux pas répondre pour les autres, mais j'ai sûr que j'ai fouillé. Il y a beaucoup de commentaires sur les historiens vont rapporter à peu près la même chose. D'abord, Champlain, mais c'est Champlain qui l'écrit qu'il rencontre les Oueskarini. Mais Champlain n'a jamais dit que les Oueskarini, c'est la Petite Nation. Il a dit qu'il a rencontré les Oueskarini à la Petite Nation. Et moi, je fonde mon opinion là-dessus parce que Oueskarini veut tout simplement dire ceux du chevreuil et on sait que dans la Petite Nation, surtout au niveau du Hamel, il y a des ravages de chevreuil et aussi c'est le corridor qui se rend jusqu'à Nominègue.
parce que Champlain va dire que les Ouaskarini demeurent au nord, à 4 jours au nord de l'embouchure de la rivière. Et ça nous conduit à Nomineng. Et le lien, c'est le portage aussi que les Amérindiens utilisaient pour se rendre à Nomineng, ce qu'on va appeler le portage de la petite nation. Et donc, on est dans le pays des Ouaskarini. Les Ouaskarini, vraiment. Et il faut tout simplement ouvrir les yeux sur l'habitat des chevreuils, des Ouaskarini, des Wawashkai. Inini veut dire humain. Wawashkai, ceux du chevreuil. Et ça date de quand la confusion ou l'attribution du sens? Je ne sais pas d'où ça nation, vient. Ça m'a toujours étonné de lire que la petite nation voulait dire Ouaskarini, parce que comme néophyte, je prends au pied de la lettre ce que je lis, mais avec les comparaisons, une fois que, vous voyez, moi j'ai aucune notion de la langue anishinaabe, mais il y a quand même des dictionnaires. Et à l'aide des dictionnaires, moi, j'ai toujours fréquenté André Kuok, Jean-André Kuok, qui a publié un lexique sur la langue algonquine en 1886. Et donc, il a devant lui, il est à la mission d'Oka, il a devant lui toutes les nations qui sont déjà là, donc les nations algonquiennes, où il y a aussi les Nipissings, les Micmacs, etc., de cette langue-là. Et il était connu et réputé comme étant celui qui connaissait le mieux la langue. Et il disait aussi que c'était les Nipissings qui possédaient mieux la langue algonquienne à ce moment-là. Mais et lui, il va nous dire donc les origines de la langue, et il procède souvent par la racine du mot. Et donc, dans son lexique, on va retrouver l'explication de Wawashkai Inini et les différents noms qu'un chevreuil a aussi, peut avoir au cours de ses différents âges. C'est tout ce que je peux en dire finalement. Prochaine question. Monsieur Paquin, comment on peut expliquer les derniers moments de ce poste, Robert Delorme, les derniers moments de ce poste de traite et les quelques occupations des Ouaskarini et le vide et le creux jusqu'à l'arrivée du premier seigneur? C'est ça qui est intriguant, hein, parce que... Ils ne disparaissent pas dans la nature soudainement? Les Ouaskarini disparaissent soudainement dans la nature parce que on dit que, bon, à cette époque-là, en 1600, le massacre du Long-Sault, c'est en 1660. Donc, il y a une guerre à ce moment-là. C'est la guerre des fourrures. Les Iroquois sont en train d'éliminer toutes les nations algonquiennes comme telles. Et les historiens vont dire qu'ils disparaissent autour de 1650-53 et il y en a quelques-uns qui sont à Nomineng. Et donc, on va rencontrer dans De Barbezieux. De Barbezieux, c'est celui qui va répondre à l'évêque de Duhamel qui demande qu'on raconte l'histoire des paroisses en Outaouais. Et il y a un seul curé, le curé de Masson, qui va lui envoyer un compte-rendu du massacre des Ouaskarini à Nomineng. Donc là, on a un récit et qu'il va dater de cette époque-là. Malheureusement, de Barbezieux ne donne, ni le curé de la paroisse de Masson ne donne de référence. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que par la tradition orale, ce récit-là a été transporté à travers les siècles. Et ça, je pense qu'on peut s'y fier. Moi, j'ai trouvé chez un arpenteur, Duncan Sinclair, en 1865, lorsqu'il est en train d'arpenter les bords du petit lac Nomineng sur la pointe Monseigneur. Il va raconter que ici, c'est l'endroit où il y a eu un massacre de 500 Iroquois. Et la seule façon qu'il peut savoir ça, c'est parce qu'il y a déjà des Anishinaabe à Nomineng et qu'il l'entend de ces gens-là. D'ailleurs, des contemporains d'aujourd'hui nous disent que on a su aussi par Louis Tanascon qui est décédé en 1954, donc que
que lui, de son vivant, racontait le massacre des Ouaskarini à Nominain. Donc, comment est-ce que Louis Tanascon peut savoir ça? Sinon, c'est par transmission orale. Et c'est ce qui caractérise aussi la culture amérindienne et particulièrement chez nous ici à Anishinaabe. On est sur le territoire des Anishinaabe. Oui, ça a disparu tout d'un coup. Et moi, dans le fond, je serais très heureux qu'on explore et qu'on exploite davantage notre territoire. Parce que vous savez, si on est capable de savoir plein de choses sur les Papineaux et tout, et de tous les premiers colons qui s'installent dans chacune de nos paroisses, à chaque fois, il y a au moins une phrase pour dire qu'il y avait un Amérindien ou une famille amérindienne dans le coin. Et c'est eux et c'est ces familles-là qu'il faut connaître. Tout comme on sait que c'est un Larente, un Robillard qui arrive, moi, je voudrais qu'on connaisse qui sont les commandants, qui sont les Micons, qui sont les Canards blancs, etc., qui ont d'abord colonisé sans que ce soit des paroisses, mais le pays, et on en a profité aussi par leur culture. Pensons tout simplement au sirop d'érable, et c'est la période du sirop d'érable actuellement, et c'est grâce à eux autres si on en a. Oui, oui, c'est beau.